Pour la deuxième édition de sa renaissance, sous la houlette de DG Sport et de Robert van der Vorst, le Tour de Belgique historique a déjà confirmé son rang parmi les épreuves de référence de la catégorie rallye de régularité pour voitures anciennes. Comme l'an dernier, c'est sur le circuit de Zolder, au cœur du Limbourg, que la belle aventure a commencé. L'occasion de constater qu'avec plus de 80 voitures au départ, les raisons de se réjouir étaient nombreuses. D'autant que les meilleurs spécialistes d'une discipline où la Belgique brille de mille feux avaient répondu à l'appel des organisateurs et promoteurs. Idéalement situé à l'automne, juste avant l'intersaison, le Tour de Belgique a clairement retrouvé son lustre d'antan. Si certains considéraient cette première journée de compétition comme un gentil apéritif, ils ont plus que certainement révisé leur jugement depuis lors. C'est en effet par une nouveauté que le millésime 2013 débutait, avec un premier regularity test par secteur. En clair, les concurrents décident eux-mêmes de la moyenne qu'ils souhaitent adopter lors d'un premier secteur. Moyenne qu'ils doivent ensuite répéter sur les secteurs suivants. Pour chaque seconde de différence, en avant ou en retard, un poids de pénalité est octroyé en plus d'un quart de point par seconde de retard par rapport au plus rapide. L'ultime précision, la vitesse maxi ne peut jamais dépasser les 130 km/h, donnée facile à contrôler avec le nouveau système 3G développé par Trippi. En un mot commençant, dès Zolder, le ton du Tour de Belgique historique 2013 était donné. Comme l'an dernier, une fois le RT de Zolder avalé, les concurrents prenaient la direction de Chaufontaine pour une soirée riche de quelques-unes des plus belles côtes de la région. Richel, Forêt-Trous, Soiron, Trasonster, Barissart, Troumarais, le Tour de Belgique historique allait être fidèle à sa nouvelle tradition en roulant sur les traces de l'histoire du sport automobile belge pour le plus grand plaisir d'un public une fois encore nombreux dans les côtes. Au moment de reprendre son envol le samedi matin, par un épais brouillard, mais avec la promesse d'une météo ensoleillée durant une partie de la journée, les commentaires allaient déjà bon train. D'apparence anodine, l'étape du vendredi soir avait déjà fait de gros dégâts dans le groupe, il est vrai très fourni, des favoris et des outsiders. C'est ainsi que pour Yves de Flandre et Robert Orif, la chose semblait déjà mal embarquée. On n'a pas trouvé un CH à hauteur du garage à trop. Et donc voilà, on a dépassé le CH sans le savoir et 240 points de pénalité. Donc là, c'est déjà un peu mal barré, quoi. Vous pensez que c'est foutu ? Pour le podium, ça va être difficile parce que ceux qui sont devant sont très forts, à moins qu'ils fassent la même bêtise que nous. Alors là, on a peut-être une chance, mais j'y crois pas fort. Mais enfin, on va se battre jusqu'au bout. Le duo de Flandre-Rorif n'était pas le seul à avoir hérité de cette déjà fameuse pénalité de 240 points. À bord de leur BMW 2002 TID Touring, Robert Hartz et Eric Chapa sont eux aussi tombés dans l'un des pièges de la soirée, du côté de Trot. À la sortie de Chaufontaine, il y avait un CP avant la course de côte de Trot. Et nous, on prétend qu'on n'a pas vu le panneau du CP parce qu'on a été dépassé par un habitant du coin qui était vexé et voulant passer à tout prix le feu rouge. Eric a vu trop tard qu'il y avait un CP, on n'a pas lu le Trippi. Et bon, on a 240 points de pénalité, comme pas mal de voitures derrière nous. Les premiers ne l'ont pas et on prétend, et je prétends que la plaque, quand nous on est passé, n'y était plus. Mais bon, Robert, le règlement, il est précis. Il y a marqué qu'il faut lire le Trippi, ça passe avant tout. Et sur le Trippi, effectivement, il y avait marqué qu'il y a un roadbook. 240 points. Mais enfin, on a remonté de la 74 à la 14e place, 60 places. Tout n'est pas perdu. Avec un envol depuis l'hôtel de la Source, la journée de samedi débutait bien sûr sur le plus beau circuit du monde, Spa-Francorchamps, avec un deuxième regularity test par secteur. On n'y voyait pas grand-chose, mais l'apéritif était néanmoins de grande qualité avant de mettre le cap sur la province de Luxembourg. Le
Le Tour de Belgique historique, c'est bien sûr un formidable affrontement entre les meilleurs copilotes et pilotes de régularité, mais c'est aussi l'occasion d'ouvrir le grand livre d'histoire de l'automobile. Si les bolides des années 70 sont majoritaires, nombreux étaient les équipages à jouer le jeu en alignant des modèles qui n'avaient aucune chance de passer inaperçus, à commencer par cette Opel coupé Porsche de 1959, voiture belge et même liégeoise que l'on doit à l'esprit d'initiative d'Edmond Perry, qui était bien sûr gratifié du numéro 1, histoire de saluer Didier Van der Stock et Daniel Pijolet qui avaient décidé de relever le défi. Très gai, très intensif. On n'a pas beaucoup de temps pour se reposer, mais très sympa. Très sympa. Comment se comporte la voiture sur ces spéciales qui n'en sont pas tout à fait? Étonnamment bien. C'est juste sur circuit où elle est un peu plus difficile. Donc là, je crois qu'on va un tout petit peu ramer à marée en bourg. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu et c'est sympa. D'une petite année, la cadette de la Pale, cette superbe MGA était menée par Bruno Terry et Stéphanie Mourant, assurément l'une des voitures les plus esthétiques de ce Tour de Belgique 2013. Toujours au rayon des belles anglaises, Frank et Émile de Porter ont joué la carte d'Austin Healey avec une MK2A datant de 1962, finalement la seule voiture de la marque présente au départ. Si Jean-Pierre Vieillevoix et Patrick Van Damme ont rapidement été contraints à l'abandon sur le Porsche 356C, l'honneur de ce modèle emblématique de la marque de Stuttgart était sauvé par Thierry Malfait et Olivier Louvrier, dont cette 356B était encore plus ancienne puisque construite en 1963. Au rayon esthétique, la Volvo P1800 1967 de Luc et Marc Verhulst a rallié tous les suffrages. La belle suédoise reste bien trop rare sur les épreuves de régularité. Gloire à DG Sport de nous avoir permis d'apprécier cet exemplaire. Si le Tour de Belgique historique permet aux suiveurs de se remémorer le temps d'avant, il fait aussi la part belle aux personnalités du monde de l'automobile sportive. Attendu aux commandes d'une Austin Healey, hélas resté coincé à une douane à son retour des États-Unis, Marc Duhet était néanmoins de la partie en compagnie de Damien Chabal, et le moindre exploit n'a pas été de réussir à caser ces deux échalas dans l'habitacle étriqué de cette Mini Cooper de la belle époque, soit le cœur des années 60. Ma mère avait une Mini. Quand j'ai eu 18 ans, je voulais en Mini. J'ai aussi démoli la voiture de ma mère à 18 ans et 12 jours. Je connais la Mini. Voilà, comment ça se passe dans ce Tour de Belgique? Facile, pas facile? Ah, c'est beau, hein? C'est très pointu. C'est vraiment un travail d'équipier, c'est vraiment un travail de secrétariat. Et nous, on est les chauffeurs de type à côté, quoi. Donc, mais c'est sympathique parce qu'on visite des régions fantastiques. Et je pense qu'on respecte bien la population. Les gens sont contents de nous voir. Les voitures sont sympas, elles sont jolies. Il y a une bonne ambiance, en plus on s'arrête dans les salles de village et non, c'est vraiment bien, c'est le rallye à l'ancienne. On visite tous les circuits de Belgique, plus les anciens qu'on va peut-être voir demain. Donc je pense que c'est un beau mixte et ça permet de rassembler toutes sortes de pilotes. Il y a des âgés, des jeunes, des spécialistes, des non-spécialistes. C'est vraiment bien. Si Marc Duhet a longtemps été un des cadors des rallyes belges et internationaux, voire mondiaux, que dire alors du néerlandophone Peter Tjoen? Absent au dernier Condro, l'octuple champion de Belgique sous route s'est laissé tenter par la régularité conjuguée au passé, souvent décomposée sur ce genre d'épreuve. D'autant plus intéressant que l'ami Tjoen pilotait une superbe Porsche 911 R vrai de vrai, datant de 1968, propriété de son copilote et tout aussi débutant Stéphane Van Voren. C'est complètement différent, donc c'est amusant. Je découvre un beau paysage, on a un peu plus de temps de regarder. Et voilà, c'est plus stressant cette fois-ci pour le copilote que pour le pilote. Ouais, justement, le rôle du copilote, il est énorme naturellement. Vous écoutez? Moi, je vais à gauche ou à droite, selon s'il le dit, et plus vite ou moins vite. Donc, pour nous, c'est plutôt facile, mais eux, ils ont beaucoup de choses à faire en même temps, donc c'est très compliqué. Les inconditionnels des compétitions de voitures anciennes sur circuit le savent, lorsque la famille Mirou débarque, c'est l'histoire souvent méconnue de Datsun qui est mise à l'honneur. Confirmation, plutôt 2 fois qu'une, sur les routes du Tour de Belgique, avec cette 240Z Fairlady, engagée par Tristan Mirou et Benjamin Demour, mais aussi, et peut-être surtout, cette 2000 Sport qui date de 1968 et qui reste une voiture extrêmement rare. Benjamin Mirou était accompagné de Philippe Trivier pour cette présentation grandeur nature. Quant à la plus belle de toutes, la plus racée sans doute, n'était-ce pas cette Lancia Stratos 1976, amenée en nos basses contrées par le français Stanislas Macoïr et son chevalier servant Jean-Yves Van Heuclom. Spécialisé dans les ventes aux enchères, le propriétaire de l'auto était là pour un deal plus que sympathique, découvrir les spécificités et la beauté du parcours de notre Tour Auto, en échange de moments de plaisir intense offerts aux spectateurs, car la Stratos relève du mythe, qu'elle soit authentique ou presque.
C'était spécial pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de la régularité. Alors en plus, on avait un problème on n'avait pas de trip master, on n'avait rien du tout. Donc on s'est un peu promené parce que finalement la vitesse est plus facile, je crois. Certainement, le rôle du copilote, on sait qu'il est essentiel naturellement dans ce genre d'épreuve. Quelque chose à attendre de cette journée ou on va simplement rouler pour essayer d'aller au bout? On attend d'abord Stanislas va s'améliser sur le circuit. Hein. Je vais un petit peu. Ça la mettre sur le toit, non, il peut mal. L'aider un petit peu à étudier les trajectoires parce qu'il n'a jamais roulé en Belgique. Il vient surtout pour voir les circuits, pas Francorchamps, c'est ça. Et puis alors après, on va inverser les rôles. Hein. Peut-être il va se remettre à côté comme hier et comme on se trompe. Voilà, pour la nuit. Et comme on se trompe souvent, ça me permet de rouler un peu vite, quoi. Parmi les images les plus spectaculaires de cette première demi-journée du samedi, on pointera sans hésiter celle du décomposé de Séturou à Oufalise. Une ultime difficulté qui en a laissé plus d'un pantois. Un endroit entré dans l'histoire par la grâce de sa sainteté Daniel Reuter, alias l'homme dont la Porsche 914 de 6 n'est jamais dans l'axe de la route. Sauf que cette fois, Christian Bernard, son vaillant copilote, en a non seulement pris plein les yeux, une habitude, mais aussi plein les oreilles, avec le bruit délicat de l'air s'échappant avec violence du pneu de la belle Allemande. On perd de la concentration déjà et puis on se dit qu'est-ce qu'on fait, on s'arrête ou on continue? Et puis on se dit non, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la spéciale. Et il restait encore plus d'1 kilomètre, donc 1,5 km avec des changements de direction. Et heureusement que l'autobloquant a fait son œuvre parce qu'à un moment donné il faisait très boueux à ce moment-là. Maintenant j'ai donné un coup de frein à main, j'ai stické. Pourquoi ça a éclaté je ne sais pas, parce qu'il y avait pour moi du macadam à cet endroit-là. Et voilà, donc c'est pas de chance. Dans l'esprit de Robert Van de Vorst, le Tour de Belgique, ce sont de belles autos, des pilotes et copilotes parfois connus, mais aussi et surtout une ambiance au doux relent de nostalgie, celle d'une époque où les contrôles de pointage étaient parfois organisés dans quelques estaminets ou salles des fêtes, de quoi transformer le passage d'une épreuve en véritable attraction attendue avec ferveur par la population locale. Adaptation moderne le samedi à la mi-journée du côté de Martelange, où le café du Sanglier a connu une effervescence assez inhabituelle. Une bonne heure plus tard, la caravane déboulait du côté de l'église, rue des Écoliers, où le repas de midi était servi en la salle Nos Loisirs. L'occasion de constater combien le Tour de Belgique est apprécié dans la province du Luxembourg, superbe région qui reste un terrain de jeu peu utilisé par les différentes épreuves. D'un point de vue sportif, les meilleurs équipages répondaient bien sûr présents, à commencer par Éric Pirot et Catherine Monard, qui menaient clairement la danse après le 13e test de régularité à bord de leur Renault 5 Alpine. Derrière eux, on pointait la Lancia Fulvia, chef d'un Willy Lux ayant délaissé le rôle de copilote pour prendre le volant et écouter les notes d'Yves Noulanders, apparemment un bon choix. On s'amuse vraiment très bien. Je dois dire que je l'ai fait l'année passée comme copilote où je ne me suis pas amusé, mais comme pilote, j'amuse bien. Mais il me faut un bon copilote à côté de moi. Ouais, je pense que vous êtes relativement bien servi. Là. Oui, là, je n'ai pas en plainte. Avec lui, je m'occupe de rien et tout roule. Le top 3 de la mi-journée le samedi était complété par la Toyota Celica GT de Dominique Olvoet et Björn Van Overskjeld, un équipage qui allait monter en puissance durant l'après-midi pour s'installer aux commandes de la course avant le passage sur le circuit de Mété. Les organisateurs avaient néanmoins prévenu, les leaders du samedi ne seraient pas nécessairement les lauréats du dimanche. Le Tour de Belgique en lui-même n'est pas réellement difficile, mais il faut rester concentré en permanence. Comme la liste des engagés est très prestigieuse, la moindre faute est peut-être fatale. Il faut donc être tout le temps dans le bon et comme moi bénéficier des services d'un bon pilote. Derrière la Celica et la 5 Alpine jaune, on pointait une autre Celica GT, celle de Bernard Jacquet et Yannick Albert, qui s'invitaient à son tour à la lutte pour la gagne. Belle prestation également de ces autres spécialistes néerlandophones que sont Philippe de Munk et Guy de Smet, dont l'Alfa Giulia Super, quasi de série, illustre pleinement l'esprit de ces épreuves de régularité. Parmi les vainqueurs potentiels, on prenait soin de ne surtout pas oublier la superbe Ford Escort MK1 RS2000 de Johnny Delay et Eddie Gully qui se maintenaient en embuscade. À surveiller également la très belle MGB GT V8 de Dirk Van Rompuy qui s'était adjoint les services du frère de l'autre, Jens Van Overskjeld, ce qui valait à ce duo le leadership en classe 5, celle des gros cubes. Le top 10 provisoire mentionnait encore la Lancia Fulvia d'André Lamotte et Joseph Paulet, ainsi que la BMW 2 litres Touring de Pierre Le Burton et Michael de Mortier.
Issu du circuit, mais pouvant compter sur les services d'un copilote plus expérimenté qui lui a permis de vaincre en Legion 50R lors de la récente Coupe des Sources, Étienne Bonnier était ravi de cette plongée dans la cour des grands, d'autant que sa MGB se comportait de la meilleure des façons, ce qui valait à l'équipage un joli top 20 provisoire. C'est d'abord superbe, c'est superbement bien organisé, c'est vraiment très chouette. En plus, on fait un peu de circuit, donc moi ça me convient parfaitement et j'ai pu faire le meilleur temps Zolder hier matin. Et puis voilà, maintenant il y a tous les pièges qui sont concoctés pour ce genre de rallye et de cette préparation-là. Mais bon, on essaie de s'en sortir. Bon, il y a de temps en temps un piège, on le prend, c'est fait pour ça. Enfin, au niveau de l'organisateur, c'est fait pour ça et nous, on essaie de se dépatouiller là-dedans. Le duo Bonnier-Remion précédait de quelques points la Ford Escort Mexico de Didier Simonis et Eric Damso, moins à leur affaire que l'an dernier au terme d'une journée qui ne s'est pas nécessairement passée de la meilleure des façons. Quelques surprises hier dans la liaison entre Zolder et Chauffontaine. On est tombé dans un piège et on en a payé les pots cassés. On a pris quand même beaucoup de points et beaucoup de pénalités. Donc cette année, on ne jouera pas la gagne. Mais bon, forcément, on continue. Et aujourd'hui, par exemple, on a vraiment essayé de s'appliquer pour faire des 0-0-0-0. C'était par contre galère pour Raymond Orny et Christophe Hayet, dont la Porsche 911 ne pointait pas du tout dans le haut du classement. Preuve supplémentaire que la régule n'a rien d'une science exacte et qu'une accumulation de soucis peut tout faire chavirer. Morale au zénith par contre dans l'habitacle de la désormais incontournable Simca en sang spécial de Vincent Sneyers et de son débutant de copilote Henri Neulens qui lorgnait du côté de la victoire en classe 1, même si pour l'heure l'avantage était dans le clan de la Mini de Marc Duet et Damien Chabal. Copilote qui fait ça pour la première fois, donc très difficile pour lui, mais il s'en sort plus qu'honorablement. Une petite erreur à pointage, à contrôle de passage, astuce de Robert, il faut être un habitué. Oui, on vous a vu tout à l'heure effectivement aller tout droit alors qu'il y avait un grand décomposé. Il y a beaucoup de petits pièges comme ça Beaucoup, non, mais il y en a. Oui, il y en a souvent, mais pas exagérément, c'est gai. C'est chouette. Une Simca emmenant dans son sillage un autre petit cube éminemment sympathique, la Fiat 850 Sport Coupé de Claude Courtals et Alex Paquet. Parcours plus compliqué par contre pour la DAF 66 d'Alain de Gif qui profitait pourtant de la science d'un copilote de grande renommée, Christian Delferrier en personne. Au moment de refermer cette première journée de compétition aux allures de marathon, le Tour de Belgique historique plantait ses tréteaux sur le circuit Jules Tachine de Mété pour un regularity test qui allait se traduire par un énorme succès populaire. De mémoire d'observateurs, on n'avait d'ailleurs jamais vu autant de monde pour une épreuve auto sur le tracé de l'Entre-Sambre-et-Meuse, en dépit du froid et de l'obscurité. Il est vrai que le balai des bolides, lâché par grappe sur la piste, était magique. Une dernière occasion de gagner du temps ou limiter les pénalités pour les concurrents avant de mettre le cap sur le Brabant wallon pour une soirée très sympathique et une nuit forcément réparatrice du côté de la Hulpe. Il est 8h, le Tour de Belgique se lève, l'occasion d'apprécier à leur juste valeur les installations impressionnantes de l'hôtel Dolce qui a accueilli l'intégralité de la caravane pour quelques heures de détente et de repos accueillis avec soulagement. C'est dans l'ordre du classement général que les concurrents reprenaient le roadbook prêt pour de nouvelles aventures avec un troisième et dernier acte que Robert Van de Vorst avait promis, intense action. Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir tomber l'un des équipages de pointe du Tour de Belgique. Après une très belle journée de samedi, Éric Pirot et Catherine Monard jouaient de malchance et dégringolaient dans le classement avec le Renault 5 Alpine. On a été bloqué par un tracteur qui faisait les maïs. Le gars avait vraiment décidé qu'on ne passerait pas. Donc on a pris 6 minutes de retard à un moment. Puis on a attaqué très fort et je pense qu'on a fait une erreur dans un décomposé. On n'était pas maîtré. Ouais. Donc le rallye est fini pour nous. Il est vrai que le parcours était une fois encore à la hauteur des attentes, avec des passages dans plusieurs endroits bien connus des inconditionnels de sport automobile, à commencer par le célèbre bois de la Houssière du côté de Braine-le-Comte. Tout aussi incontournable, le petit soldat sur la place de Thirimont, un classique du genre qui a naturellement rencontré un vif succès populaire. Le dimanche midi, le rallye s'offrait ses derniers tours de circuit à Mariembourg sur la célèbre piste du karting des Fagnes, une infrastructure tout simplement parfaite pour la pratique de la régularité pour véhicules anciens.
C'est également à Mariembourg que la caravane avalait le dernier lunch de cette édition, histoire de reprendre des forces avant une ultime après-midi qu'on annonçait costaude. Et c'était en effet reparti en direction du Condro, avec un passage obligé par le Gerny sur les hauteurs de Marche-en-Famenne, avec un nouveau passage improbable signé Daniel Reuter et Christian Bernard. Que dire alors de l'une des ultimes cartes postales du rallye dans la région de Claviers, autour du superbe château du Hoyou. Ambiance rack rallye assurée et une fois encore très beau succès populaire. Preuve que sur un Tour de Belgique, c'est le patrimoine, qu'il soit automobile ou non, qui récolte tous les suffrages. Avant de passer aux résultats sportifs proprement dit, attardons-nous un instant sur la très belle présence hollandaise lors de ce Tour de Belgique historique. Avec en guise de tête d'affiche une exceptionnelle BMW 3 litres CSL alignée par Alexander et Shirley van der Lof, le père et la fille, grands habitués des épreuves historiques à la néerlandaise, mais beaucoup moins à la belge. Les routes empruntées sont incroyablement belles, mais ce rallye est vraiment très difficile. Il faut constamment rouler en gardant sa vitesse à l'esprit. On s'est parfois trompé et on a commis quelques erreurs. Quelles sont les différences avec les rallyes de ce type organisés aux Pays-Bas ? Là-bas, il s'agit avant tout de savoir lire une carte. Ici, par contre, c'est un vrai rallye. Aux Pays-Bas, on a plutôt tendance à tourner autour des églises. C'est nettement plus calme. On reste dans la famille Van der Lof avec Philippe, accompagné de Nick Baumann sur BMW 2002 TI Alpina, soit une 2002 bodybuildée d'un genre assez rare en nos contrées. Nettement plus ancienne, la Ford Cortina GT d'Hubert Musti et Claudie Contant a vécu un rallye plutôt compliqué, mais la belle de 1962 a néanmoins atteint l'arrivée de l'épreuve non sans mal. Il est nettement plus dur que l'année passée. Alors on a eu quelques soucis. Le premier jour, il y a eu 2-3 pièges avec des exceptés de circulation locale du côté de Cannes. On n'a pas bien saisi les notes, donc on s'est fait piéger. Et alors on a eu des problèmes d'embrayage. Puis on a cassé l'échappement, donc on rétrograde. Et alors, il y a eu aussi un piège dans une RT où il y avait un contrôle de passage qu'on ne devait pas prendre. Et malheureusement, je fonce dedans comme un gamin, malgré mes 65 ans. Et voilà, donc c'est un peu le malheur de ce qui s'est passé. Et voilà, c'est le jeu, on joue. Ce qui nous amène à la lutte pour la victoire qui, contrairement aux prévisions de l'organisation, n'allait pas accoucher de profonds bouleversements durant la journée de dimanche. Repartis de la Hulpe en tête de la hiérarchie, Dominique Olvoet et Björn Van Overskelt allaient parfaitement gérer la situation pour entrer à Chaudfontaine avec un total de 152,72 points, suffisant pour remporter une éclatante victoire. On est vraiment satisfait. Enfin, nous réussissons à remporter la victoire. Il fallait être bon tout le temps, le premier, le deuxième et le troisième jour. Et là, on vient d'apprendre que l'autre Toyota finit deuxième. Superbe. Björn, c'était difficile ou pas ? C'est surtout difficile de rester tout le temps concentré. C'est très long, un vrai marathon. Le roadbook n'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de travail dans l'auto, tant pour le pilote que le copilote. C'est un rallye très pur, juste comme il faut en fait. Nettement plus incertaine a été la lutte pour la médaille d'argent et pour moins de 4 points au bout de ces 1100 km de course. C'est l'autre Toyota Celica GT 1972, celle de Bernard Jacquet et Yannick Albert qui décrochait la palme. De quoi assurer un doublé franchement inattendu des coupés nippons. On savait qu'on avait bien roulé, mais on était beaucoup à avoir bien roulé, donc on espérait bien faire une place dans les 5 premiers, mais on n'était pas du tout sûr de faire le podium. Et satisfait, oui, parce que c'est une revanche sur l'année passée, où on avait très bien roulé aussi, mais il y a un CP le dimanche qu'on n'a pas vu, le seul CP de la journée, et on a perdu 10 places l'année passée, et on a perdu le podium à cause de ça, donc j'avais à cœur de prendre ma revanche sur l'année passée et de faire un bon résultat cette année. Bon, alors ce Tour de Belgique, difficile, pas difficile, c'est comment en fait ? C'est pas très difficile. Le roadbook n'est pas difficile, il ne faut pas rouler extrêmement vite, mais par contre tous les bons copilotes belges sont là, donc il ne faut pas faire la moindre erreur parce qu'on est 20 ou 30 à pouvoir gagner le rallye et donc c'est très serré entre tout le monde. Pour compléter le podium général et le top 3 de la classe 2, Willy Lux et Yves Noulanders surgissaient tels des experts avec leur Lancia Fulvia HF, rendant une carte de 220,38 points, ce qui signifie que les 3 meilleurs bolides de ce Tour de Belgique historique 2013 dataient tous de 1972, excellent millésime assurément. Il y a 2-3 fois où on a pris un peu des pénalités trop excessives et voilà, je ne suis pas déçu, je suis content.
Je me suis bien amusé. C'était pour ça que je le faisais, dans le but de bien m'amuser. Avec les explications qu'on m'a données, je ne suis pas convaincu, mais ça n'a rien à voir. Point de podium final, mais la victoire en classe 3, qui plus est de manière assez confortable pour la Ford Escort RS 2000 MK1 de Johnny Delay et Eddie Gully. Le concessionnaire de Trot a clairement brillé au moment de revenir sur ses terres. Le top 5 général était complété par le lauréat de la classe 5, celle des gros cubes, où cette MGB GT V8 de Dirk Van Rompuy et Jens Van Overskelde a damé le pion à toutes les Porsche, faisant clairement fi du 50e anniversaire de la 911. Ayant constamment pointé dans le haut du classement, l'Alfa Romeo Giulia Super de Philippe Demunck et Guy de Smet a quelque peu manqué de souffle en fin de parcours, en a néanmoins résulté une très belle 6e place finale. C'est une Porsche 911 qui a décroché la palme en classe 4, en l'occurrence celle de Kurt de Klerk et Philippe de Planck, 7e du général pour 5 tout petits points. Derrière la Porsche, on retrouvait une deuxième, Lancia Fulvia, celle d'André Lamotte et Joseph Paulet, dont l'omniprésence dans le top 10 a tout simplement été remarquable. Deuxième place en classe 4 et 9e rang final pour la Porsche 911 de Victor et Jérôme Guillemin, qui ont précédé les 10e d'une minuscule unité. Remontés au 10e rang au prix de passage souvent rageurs dans les campagnes, Daniel Reuter et Christian Bernard ont accroché la 2e place en classe 3 avec une Porsche 914-6 prenant un malin plaisir à en voir de toutes les couleurs. Le podium de la classe 3 était complété par cette BMW 2 litres Touring, celle de Pierre Le Burton et Michael Demortier, sous les couleurs de l'écurie du Val d'Or. Déception amère pour Éric Pirot et Catherine Monard, dont les ennuis du matin ont renvoyé la R5 Alpine en dehors du top 10 général. Victoire dans le classement mixte néanmoins. Prestation tout en régularité par contre pour Tony Kevers et Benoît Halleux, dont la Ford Escort BDA MK1 a loupé de pas grand chose le podium en classe 3. Kevers et Halleux devançaient une autre Escort MK1, la version Mexico de Didier Simonis et Eric Damso, qui comptait parmi les plus déçus de ce tour historique 2013. En classe 5, loin derrière la MGB GTV8 de Van Rompuy et Van Overskelde, la Porsche 911 des Allemands Thomas Körner et Manuel Macker s'est distinguée jusqu'au bout, médaille d'argent pour les Teutons. Ils ont devancé cette autre Porsche 911, celle d'Yves de Flandre et Robert Orif, qui ne se sont jamais vraiment remis d'un envol manqué le vendredi soir. Étienne Baudy et Benoît Remion ont achevé leur premier Tour de Belgique historique en commun au 16e rang, soit la 5e place en classe 3, mais on reparlera de leur très belle MGB dans le futur. La MGB devançait cette Volvo P1300 de Jacques Évrard et Éric Pousset qui trouvaient de justesse place dans le top 20 final. C'était également le cas d'une 3e Porsche 911 de la classe 5, celle de Patrick Malherbe et Joseph Lambert, Guerre Verny, mais aussi de la BMW 2002 TII Touring de Robert Hartz et Eric Chapa, qui n'ont pu jouer le haut du tableau cette année. Les plus efficaces sur le circuit de Mariembourg, les Thomsen Périfi ont amené le Repel Cadet GT au 21e rang final. Le bolide Oblitz a devancé la médaillée de bronze de la classe 4, la Porsche 911 de Serge Adrians et Marcel Grage, qui date de 1972. Pour une première participation au Tour de Belgique, Flory de Tchéco, le parrain du champion de Belgique des rallyes R2, Cédric de Tchéco, s'est parfaitement tiré d'affaire au volant de cette BMW 1602 avec l'expérimenté Alexandre Peters à ses côtés. Quant aux lauréats de la classe 1, il s'agissait finalement de Vincent Sneyers et Henri Neulens à bord de leur Simca en sang spécial de 1970 qui s'offrait en prime un top 25 absolu. La petite française prenait la mesure de l'encore plus petite anglaise de Marc Duet et Damien Chabal, victime d'une erreur en fin de parcours. Signalons encore la présence à l'arrivée au 27e rang de la pâle coupée Porsche de Didier Van der Stock et Daniel Pijolet qui ont déjoué bien des pièges. Assez rare, elle aussi, la Triumph TR7 de René Franchi et Pierre Sibyl a complété le top 30 absolu. Signalons encore la présence à l'arrivée de cette très belle Porsche 914 en version 4 cylindres, qu'ont mené jusqu'à Chaudfontaine, Christian Van der Heinde et Patricia Glissou.
La jeunesse a vaincu bien des obstacles sur ce Tour de Belgique, comme l'illustre le classement de la Lotus Elan des juniors, Alexandre Delay et Antoine Orban. La meilleure des Datsun à l'arrivée était finalement celle d'Antoine Brajkovic et Dominique Dufrane, qui défendaient les couleurs du Propriac Team. Au terme de ce marathon de la route, plus que jamais fidèle à sa réputation, Robert Van de Vorst et Christian Jubsin pouvaient se montrer satisfaits de leur bébé. Le Tour de Belgique historique 2013 a offert de beaux vainqueurs et les équipages ont apprécié l'exercice. Je suis très content. Évidemment, on a eu un petit souci avec le système Trippi qui normalement fonctionne très bien. C'est un système que j'utilise depuis 1 an et demi, qui a toujours bien fonctionné. Et ici, manifestement, ils ont eu, comme je l'ai dit, un petit souci. On va en rediscuter après. Mais s'il ne faut pas retenir que ça de cette édition, je pense que le parcours pour moi était vraiment fantastique. Les participants l'ont vraiment apprécié. Et je pense que de nouveau, on a parcouru tout ce que la Belgique et surtout la Wallonie comptent comme merveilleux coin. Les équipages parlent d'une épreuve qui est physique, d'une épreuve qui est longue et qui est soutenue. C'est exactement ça que vous cherchez en fait. C'est en fait ce qu'était le Tour de Belgique. Le Tour de Belgique était une épreuve longue, avec de l'endurance. Il fallait, à l'époque, évidemment, on partait le vendredi soir, on finissait le dimanche dans l'après-midi. Ici, on ne peut plus faire ça. Mais malgré tout, c'est très, très, très long parce que les gens, les participants démarrent à 14h. Le vendredi, ils roulent jusqu'à 23h. Et puis après ça, ils repartent à 8h pour rouler jusqu'à environ 20h. Et puis ils repartent à 8h pour arriver ici à Chaudfontaine à 17h30. Donc c'est vraiment soutenu. Et j'imprime le rythme en mettant pas mal de contrôles horaires. Pour donner un exemple, il y avait 50 contrôles horaires le samedi. Rendez-vous dans moins de 12 mois pour l'acte 3 d'une renaissance à grand succès. Forte de son expérience, l'équipe de DG Sport va maintenant donner sa touche personnelle à cette classique du calendrier historique. Il est ainsi question d'un départ du côté de Mété. Pour le plus grand plaisir de tous, le rendez-vous est déjà pris.